Merci d'être venu à notre petite séance avec Pierre et Vacances Center Park. Merci à Stéphanie de participer à cette petite masterclass. Je te laisse te présenter, Stéphanie. C'est toi qui as le bazar, là. Ah, c'est moi qui ai le bazar. Ah, tiens. Enchantée, merci d'être là aujourd'hui. Donc, moi, c'est Stéphanie. Donc, je suis chez le groupe Pierre et Vacances depuis 4 ans. Et donc, je suis responsable de l'équipe Customer Analytics, donc en charge de toutes les problématiques connaissances clients sur la marque Pierre et Vacances et Center Park. Je suis Didier Richaudot, je suis un des associés d'Equancy et j'ai en charge l'ensemble des activités data. Et j'ai la chance d'accompagner Pierre et Vacances Center Park depuis 2016. Et donc, on va vous faire un petit résumé de ce que c'est qu'une transformation data à l'échelle d'un groupe comme Pierre et Vacances Center Park, et 5 ans résumés en 20 minutes. Donc, accrochez-vous. Ouais. Du coup, le groupe Pierre et Vacances, en quelques mots, je vais être très rapide. Donc, c'est un groupe créé en 1967 et qui regroupe aujourd'hui plusieurs marques que vous connaissez sûrement. Donc, il y a Center Park, Pierre et Vacances, Village Nature, Maeva, Sun Park et Adagio. Et donc, l'ensemble de ces marques représente à elles seules plus de 282 sites, 46 000 hébergements, 8 millions de clients et 12 600 collaborateurs. Et donc, les deux marques principales qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, donc c'est Pierre et Vacances. Donc, Pierre et Vacances, c'est des résidents de vacances implantés dans des zones touristiques, en mer, campagne, montagne. Et il y a aussi la marque Center Park, que vous connaissez, j'espère, qui sont des domaines implantés en pleine nature, avec des cottages regroupés autour d'un dôme. Et dans ce dôme, il y a le fameux centre aquatique. Hop. Alors, Equancy, nous sommes un cabinet de conseil et de services spécialisé sur la transformation digitale client et data. On est 80 personnes à peu près avec le vaisseau amiral à Paris, une vingtaine d'années d'existence. On travaille pour des clients dans différents secteurs d'activité, beaucoup dans le tourisme. Vas-y, si tu peux aller derrière. Beaucoup dans le tourisme, puisqu'on travaille avec Pierre et Vacances Center Park, avec Disneyland. On a travaillé pour Accor pendant de nombreuses années avec le groupe Barrière. Voilà. On accompagne des clients de l'amont des problématiques de transformation data, donc c'est-à-dire l'identification des cas d'usage, l'organisation, la gouvernance, l'architecture, les moyens à mettre en œuvre, les ROI, jusqu'à l'aval, c'est-à-dire l'implémentation des plateformes de type data lake, des cas d'usage, que ce soit des cas d'usage data science ou dataviz/BI, et l'accompagnement des métiers dans l'appropriation de ces nouvelles technologies et puis dans le changement des processus de travail que la data et l'IA amènent. Voilà, on a travaillé sur toute la chaîne de transformation. Donc on travaille dans à peu près tous les secteurs d'activité, mais nos gros secteurs, c'est l'automobile, le retail, le tourisme et la banque assurance, sur souvent des groupes internationaux. Alors, l'histoire de la transformation data, donc je vais prendre la parole même si c'est... Parce que j'étais là au début, alors que Stéphanie n'était pas encore là quand ça a démarré. Ça tremble d'ailleurs, c'est la partie, il faut s'accrocher, donc c'est au début ça tremble, voilà. Oh, donc, vous avez tout à fait en avance, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Donc ça a démarré en 2016. Alors pour ceux qui étaient déjà opérationnels dans des fonctions marketing/data en 2016, c'était quoi? Grande question. Non, c'était la bulle des DMP. Voilà, c'était la bulle des DMP. Et donc toutes les boîtes se posaient la question, est-ce qu'il faut que j'ai une DMP? Il y en a d'autres qui ne sont pas posé la question, ils se sont dit j'achète une DMP. Et on verra après ce que j'en fais. Et donc Pierre et Vacances Center Park s'est posé la question, est-ce qu'il faut que j'ai ce type de solution et surtout pourquoi faire? Et en quoi ça va compléter mon dispositif. Donc c'est ça le point de démarrage, hein, avec des enjeux qui étaient autour de la personnalisation d'expériences multicanales. Enjeux qui sont toujours les mêmes, qui sont toujours d'actualité pour tout le monde. Donc une fois qu'il a été décidé que finalement il fallait pas acheter de DMP, qu'on pouvait commencer par démarrer avec beaucoup d'écosystèmes d'outils qu'ils avaient en place, hein, c'était la décision qui a été prise. On va tester des premiers scénarios de personnalisation avec nos outils du jour qui étaient du Google Analytics, de l'A/B testing et puis des systèmes de données qu'on avait en interne. Les premiers cas d'usage ont été déployés sur le site web principalement.
Et puis ensuite, quand il a fallu commencer à travailler sur des cas d'usage plus variés, plus industrialisés et plus multicanaux, est arrivé le sujet, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un complément à mon système d'information, il me faut une plateforme de type Data Lake qui va consolider la donnée online et offline pour pouvoir personnaliser non seulement le online, mais aussi le CRM, potentiellement le discours au centre d'appel, mais aussi le média. Voilà. Et les premiers cas d'usage ont eu lieu en parallèle de la construction. Donc ça, c'est une des particularités d'Equancy, c'est qu'on construit les plateformes et en même temps on développe les cas d'usage pour avoir le ROI le plus court possible, le return to investment le plus court possible. Et donc en 2019, on a à la fois construit la plateforme Data Lake et déployé les premiers cas d'usage pour des revenus qui sont arrivés au bout de 6 mois. Aux 6 mois ainsi. Voilà, ça c'est là les grandes phases et puis on va revenir sur chacune des phases. Et chacun des sujets. Donc le premier des sujets sur les problématiques de personnalisation de manière générale, c'est que une des premières problématiques, c'est que vous mettez autour de la table 5 ou 6 directions qui ont des objectifs propres potentiellement, qui ont des visions diverses et variées, et il faut aligner tout le monde sur là où sont les enjeux et là où il y a le plus à gagner en termes de scénarios d'activation et de personnalisation, parce qu'ils sont nombreux. Donc je pense que tout le monde à peu près en visuel ce funnel marketing, donc les enjeux de awareness, donc de connaissance de ma marque, donc ça va être beaucoup sur du média, avec des enjeux d'amélioration du coût d'acquisition, des enjeux de considération, et là on est beaucoup sur les équipes digitales, donc augmentation du taux de conversion sur les sites de distribution, et puis ensuite des enjeux de fidélité et de croissance de la valeur client, et là on est chez les équipes CRM. Donc ça c'est générique, ça marche dans tous les business, c'est pas spécifique à Pierre et Vacances Center Park. De là, en travaillant en atelier avec les différentes équipes, on a construit 21 cas d'usage de personnalisation qui étaient identifiés comme étant ceux à plus fort potentiel. Plus fort potentiel parce qu'on pense que la personnalisation va faire une grosse différence, mais aussi parce que le reach de chacun de ces scénarios est important. Donc voilà. Et donc ils ont été rankés et les premiers ont été déployés avec les technologies existantes. Alors, donc ici vous retrouvez 3 exemples de personnalisation qu'on vous a mis pour illustrer un petit peu tout ce qu'on vous raconte. Donc sur la partie de gauche, vous avez un exemple d'un email récent envoyé sur la marque Center Park. Donc vous pouvez voir sur les carrés du bas que du coup on personnalise avec les données de prix et stock qui sont les données qui sont en temps réel sur le site web. Au milieu, vous pouvez voir un autre exemple d'un print envoyé sur la marque Pierre et Vacances. Donc là, vous pouvez voir sur le carré de droite, en fait, c'est personnalisé avec la dernière résidence où est allé le client. Donc 1, 2, 3, repartez, vous avez la photo de la résidence et le nom de la résidence. Et enfin, à droite, vous avez un exemple d'une personnalisation de notre site web Pierre et Vacances. Donc là, ça s'est passé cet été. C'était en fonction de votre navigation. Si vous consultez des produits ou des dates été ou hiver, en fonction, vous avez une personnalisation de la homepage en été ou en hiver. Sachant que dans le business du tourisme, on n'achète pas de manière impulsive. Donc souvent, on vient plusieurs fois sur le site avant de convertir. Ensuite, le premier use case sur lequel on a travaillé et qui a été un gros succès, c'est le sujet du remarketing email avec les équipes CRM. Du coup, l'enjeu de ce use case, c'était tout simplement de générer le plus de CA additionnel, mais à moindre coût. Donc, dans le passé, la situation du passé, c'est qu'on avait un premier use case, un premier retargeting en live avec un partenaire, et on a commencé à essayer de faire un premier use case remarketing chez nous en interne, un peu à la main, avec du Google Drive, des batchs, etc. Et ça a été compliqué. Et donc là, derrière, il y a eu l'arrivée du Data Lake. Et donc, ça nous a permis tout de suite de redévelopper tout ça en interne. Et le premier bénéfice, ça a été d'envoyer l'email beaucoup plus rapidement. Avant, avec l'ancienne façon, on était à 1 jour de délai. Aujourd'hui, on est toutes les 4 heures. Donc, toutes les 4 heures, on recardait nos clients par email. Donc, ça nous a permis aussi d'utiliser nos emails en interne plutôt que les emails du partenaire. Et surtout, de mieux exploiter nos données de navigation pour personnaliser nos emails. Et bien sûr, de mieux gérer la pression email en interne. Donc là, à droite, vous avez un exemple du premier scénario qu'on a réalisé, qui est le scénario d'abandon de panier. Et donc, il y a un gros succès chez nous qui a généré plusieurs millions d'incréments sur les marques Pierre et Vacances et Center Park. Donc, ce cas d'usage a financé le Data Lake. Un seul cas d'usage.
Et donc là, vous avez un exemple récent sur la marque Pierre et Vacances. Vous voyez que l'email est intégralement personnalisé. Donc vous retrouvez en bleu donc la résidence qu'ils ont consultée sur le site, les dates de vacances qu'ils ont notées, la note TripAdvisor, le nombre de personnes, etc. Le lien vers la landing page, le numéro du service client, enfin, voilà, etc. Et donc c'est parce que ce premier use case a été un gros succès, comme disait Didier, et qu'il a financé le data lake, du coup qu'on a décidé d'adapter d'autres scénarios sur le remarketing. Donc là, très rapidement, c'est la même logique sur les marques Pierre et Vacances et Center Park. On a décidé de faire d'autres scénarios pour couvrir un peu toute la période des vacances et des différentes périodes de séjour que vous avez dans l'année. Donc pouvoir personnaliser le contenu pour une personne qui cherche par exemple des vacances de Noël par rapport à une personne qui va chercher des périodes de vacances juillet-août par exemple. Donc on a un différent nombre de scénarios qui vont vraiment se répartir sur l'ensemble de l'année. On va aussi avoir un scénario qui concerne la famille. Donc, on va pouvoir personnaliser en fonction de votre foyer familial. Si vous venez plutôt avec des enfants, on va mettre des contenus plutôt dédiés pour les enfants. Si vous êtes retraité, etc. Et là, en ce moment, on est en train de revenir sur le scénario d'abandon de panier et de l'améliorer pour y insérer les données stock et prix en temps réel qu'on a vu en exemple tout à l'heure. Ensuite, un autre exemple aussi qu'on vous a mis, qu'on a réalisé, c'est qu'on a construit un modèle de chaleur. Du coup, un modèle de chaleur, c'est quoi? On est allé croiser nos données de navigation web avec nos données un peu historiques CRM, notamment notre historique de réservation. Et donc, le croisement de ces données plus un merveilleux modèle data science, on arrive à déterminer pour chaque contact la probabilité qu'il a de faire une réservation dans les 7 jours. Donc c'est un modèle assez générique qui s'adapte sur un ensemble de cas d'usage. Là, on vous a mis quelques exemples. Par exemple, on va l'utiliser à l'acquisition pour personnaliser, pour, on va dire, adapter la rentabilité, maximiser la rentabilité et adapter les coûts d'acquisition en fonction de la chaleur du contact. On va payer plus cher pour un client chaud que pour un client moyen ou froid. Ce qui est aussi intéressant sur ce cas d'usage, c'est qu'il a été développé par un data scientist senior d'Equancy, avec à côté un data scientist de l'équipe PVCP pour le former et faire en sorte qu'il puisse l'opérer ensuite et le faire évoluer demain. Donc ça a été fait à 4 mains en fait. Donc c'est une formation pas théorique, c'est une formation appliquée en fait. Donc le data lake, en fait, il a été validé en 2019, comme je le disais. Et il y avait plusieurs enjeux. C'était le moyen technologique pour répondre à l'ambition de Pierre et Vacances Center Park, qui était de devenir une société customer centric. Et qu'est-ce que ça veut dire customer centric? Ça veut dire je suis capable de reconnaître un client, quel que soit le canal par lequel il me reconnaît. Et c'est pas si évident dans le tourisme, parce qu'il n'y a pas de numéro de client dédié. Si vous avez une carte de fidélité, c'est plus simple, mais c'est pas le cas dans beaucoup d'entreprises du tourisme. De personnaliser l'expérience, on a vu des exemples, d'avoir un parcours simple, que ce soit sur l'avant-séjour, pendant le séjour, etc., etc., etc. Et donc le data lake, c'était ce moyen un peu pivot central, multi-usage, qui permet de collecter la donnée, quelle que soit la source, de la consolider pour avoir cette vision client multicanal, de la transformer de manière intelligente avec des modèles de scoring, de segmentation, de chaleur en temps réel ou pas, et puis de la redistribuer à tous les canaux qui vont l'utiliser. Donc là, vous avez déjà vu 3 canaux, le média sur le score de chaleur, le web sur la personnalisation, le CRM, que ce soit en email ou en papier, mais il y a aussi des cas d'usage sur le centre d'appel avec des appels sortants qui sont prévus. Donc c'est vraiment de la redistribution de données intelligemment préparées pour que les outils qui l'utilisent et les hommes qui vont l'utiliser soient le plus pertinent possible. Donc le data lake a été construit par Equancy et ensuite d'ailleurs il y a des équipes d'Equancy qui sont devenues Pierre et Vacances Center Park pour prendre le relais. Faut bien, voilà, c'est pas toujours facile, mais ça fait partie de la vie, on va dire. En quoi ça consiste le data lake? C'est une grosse plateforme de données. Donc avant on appelait ça un data warehouse, donc maintenant ça s'appelle un data lake, on va dire. C'est sur le cloud parce que comme ça c'est scalable, donc ça coûte pas cher au début parce que j'ai pas beaucoup de sources de données, j'ai pas beaucoup de volumétrie. Puis plus je l'utilise, plus je gagne de valeur ajoutée et donc plus ça me coûte cher, grosso modo. Donc les données en entrée, c'est la réservation, le web analytics, le média, les campagnes, le content management platform qui devient clé depuis quelques temps. Tout ça, c'est ingéré dans cette grosse plateforme qui est au milieu, qui s'est transformée, c'est stocké et préparé pour des cas d'usage divers et variés. Donc le cas d'usage scoring, le cas d'usage retargeting d'abandon de panier, le cas d'usage. Ça, c'est autant de traitements spécifiques
à chacun des cas d'usage. Sur cette plateforme, il y a un environnement de data science pour créer les modèles et les industrialiser, pour ensuite les redistribuer, c'est la zone d'exposition, aux différents outils qui vont utiliser cette donnée préparée, intelligente. Voilà. Et puis on reviendra après dessus. Le problème, c'est, un des enjeux des data lakes, c'est que vous mettez beaucoup de données en entrée, beaucoup de données en sortie, et donc les problèmes de qualité que vous avez en entrée, elles sont multipliées dans le data lake, et donc il y a un gros enjeu de pilotage de la qualité de données au milieu, parce que sinon ça vous fait une soupe assez aigre. Voilà. Donc aujourd'hui, merci Amine d'avoir donné tous ces chiffres-là. Donc Amine qui s'occupe du data lake chez Pierre Vacances Center Park, c'est 250 flux de données qui sont en entrée du data lake, c'est 15 téraoctets de données qui sont traités, c'est 20 applications. Donc vous voyez, 2019, 2019-2021, il y a déjà 20 applications utilisatrices, donc ça va vite. Donc on peut considérer que 2016-2021, c'est quand même long, 5 ans. L'accélération avec le data lake, c'est 2019, 2 ans après, avec une période assez difficile, on va dire, ces dernières années. C'est déjà 20 applications. Et c'est à peu près 20 personnes qui sont soit travaillent dedans, soit utilisent le data lake aujourd'hui. Du coup, on est aussi beaucoup monté en puissance sur Tableau Serveur. Donc Tableau Serveur, pour ceux qui connaissent pas, c'est la version online de Tableau qui permet de diffuser en ligne des données, des analyses interactives et de donner l'accès au métier. Du coup, on a beaucoup travaillé aussi l'année dernière et cette année sur ce sujet. Donc on a développé un certain nombre d'analyses. On a notamment développé une analyse de zone de chalandise avec des cartes interactives. On a aussi développé ce qu'on appelle chez nous une fiche profil du client, donc qui permet de comparer deux populations entre elles à travers un certain nombre de KPI et bien sûr des reportings un peu plus classiques de mesures de performance. Et donc pour nous, il y a vraiment eu des bénéfices à utiliser Tableau Serveur. Donc côté métier, ça leur permet d'accéder à la donnée beaucoup plus facilement et à une donnée rafraîchie automatiquement. Ça leur permet aussi d'aller creuser les différents axes d'analyse qui vont les intéresser, puisqu'on va leur mettre à disposition un certain nombre de filtres interactifs, bien sûr, qu'on définit avec eux au préalable. Et donc tout ça, ça leur permet de gagner en autonomie et d'être moins dépendants. Heureusement, on est encore là, mais d'une équipe data et ainsi pouvoir creuser eux-mêmes leurs points et avoir tout de suite leurs résultats, plutôt que de faire une demande par mail, attendre le résultat, etc. On a vraiment gagné en réactivité. Et point de vue équipe data, on a aussi un gros bénéfice puisqu'on a de notre côté moins de tâches répétitives. On a moins de pics, le fameux pic du lundi d'actualisation des reportings, etc., le backup des vacances qui ne sont plus à prévoir. Et bien sûr, ça augmente aussi la motivation des équipes data puisqu'ils ont plus de temps pour des sujets à valeur ajoutée. Et bien sûr, on a des clients internes plus satisfaits. Je pense que sur ce point-là, c'est en fait avec un peu de recul. Chez Equancy, on est très focalisé sur la data science et donc on est rentré dans les problématiques data lake avec la data science. Maintenant, ce que je me rends compte, après on va dire 7 ou 8 ans d'expérience, c'est que pour les entreprises qui ont, on va dire, moins de maturité sur la data, la première étape de la transformation, c'est le BI interactif, c'est la data vise. Parce que vous mettez à disposition des métiers des données qui sont extrêmement compliquées pour eux à accéder et ça répond à leurs questions du quotidien. Et c'est pas forcément la cerise sur le gâteau que la data science peut apporter. Donc moi je trouve que la partie data vise et BI moderne, c'est un outil d'acculturation des métiers qui ont peu de maturité sur la data. Commencez par ça plutôt que de la data science. La data science arrivera après. Sur le marketing, c'est pas le cas parce que le marketing, ils sont déjà très data en général. Du coup, il y a un autre gros sujet dont on voulait parler aujourd'hui, c'est la data quality. Donc, on a mis en place de notre côté une gouvernance data quality. Alors, pourquoi ? On s'est rendu compte qu'en fait, la mauvaise qualité, elle a un coût très important chez nous. Donc notamment les deux points importants, c'est la perte business et la perte de temps. Donc la perte business, pour vous donner un exemple, typiquement on a eu des problèmes sur la contactabilité. On avait une source de collecte de consentement qui marchait plus. On a mis un temps fou à s'en rendre compte. Et qui dit moins d'opt-in dit moins de volume de ciblage, moins d'incrément derrière. Et donc ça va vite. Ensuite la perte de temps, là il y a deux points qui me semblent importants. Un premier point, c'est que souvent quand vous avez un problème, c'est la responsabilité de personne. Chacun se refile un peu la patate chaude, on tourne en rond et ça prend un temps fou. Et le deuxième point, c'est la perte de temps pour les équipes data, ceux qui manipulent la donnée au quotidien. Ils passent quand même énormément de temps à comprendre pourquoi il y a une erreur, faire un ticket à l'IT, attendre la correction, resetter, etc. Tout ça, c'est long. Ça vous parle, j'imagine.
Voilà, je vois des voix qui hush, donc ça parle. Et donc ça a des conséquences. Déjà une perte de motivation des équipes data quand vraiment c'est très récurrent, des retards dans les livraisons des analyses, et surtout ce qu'on a pu observer, c'est une perte de confiance des équipes métiers dans les équipes analytics. Alors ça, c'est un sujet, je sais pas, après Covid, c'est un sujet qui arrive partout, quoi. Tout le monde a des problématiques de qualité de données. Et en fait, la sensibilité, je trouve que ce qui a déclenché la chose chez Pierre Lacan Center Park, c'est quand le résultat des campagnes a été impacté. Parce que là, on a perdu du revenu. Et quand on perd du revenu, ça tape direct dans le top management, ça redescend plus vite. Voilà. Alors que quand c'est mon chiffre, il n'est pas juste sur mon reporting, on peut s'en passer, on verra la semaine prochaine. Mais quand c'est du chiffre d'affaires qui est perdu, là, ça fait bouger les lignes, quoi. Bien sûr, il y a un risque légal aussi, et on est même arrivé à des situations où on était en incapacité de livrer, enfin de faire certaines actions et de mesurer la performance aussi de certaines actions. Donc ça peut être frustrant. Et donc du coup, c'est un peu conscient de tous ces problèmes-là. Donc on s'est tourné vers Equincy pour nous accompagner dans une gouvernance, la construction d'une gouvernance. Donc cet accompagnement a commencé par la réalisation d'un benchmark donc effectué par Equincy, qui ont interrogé une dizaine d'entreprises. Et donc il en est ressorti 6 recommandations importantes. Moi, il y a 3 recommandations aujourd'hui que je veux partager avec vous. La première recommandation, c'est de faire un focus sur les problèmes de data quality les plus impactants. Alors quand je vous dis ça, ça paraît simple, évident, mais en fait quand on se lance dans les sujets data quality, notre problème du quotidien, c'est de ne pas s'étendre. Enfin, c'est vite un gouffre où on se retrouve avec plein de choses. On pourrait y passer 24 heures, 7 jours sur 7, recruter 30 personnes, et voilà. Donc c'est vraiment important d'arriver à déterminer les sujets data quality qui vont vous ramener le plus de ROI et pouvoir commencer vraiment sur ces sujets. Ensuite, le deuxième point qui me paraissait le plus important aussi, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est de orchestrer et de responsabiliser les parties prenantes, parce que c'est l'affaire de tous et pas seulement de quelques personnes ou de quelques data stewards dans leur coin qui ne vont pas révolutionner à eux seuls toute la data quality. Et enfin, le troisième point, c'est intégrer la problématique data quality en amont de tout nouveau projet. Ça aussi, ça paraît simple, mais c'est un réflexe à avoir pour déjà régler les problèmes futurs et ne pas rajouter encore plus de problèmes data quality. Et donc pour nous, la gouvernance data quality, du coup, comment ça s'est concrétisé? Donc, on en a parlé, c'est déjà des responsabilités. Donc, la grosse décision qu'on a prise, c'est de ne pas faire une gouvernance centralisée sur des profils data steward seulement, mais d'avoir une gouvernance décentralisée. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique des responsabilités clairement définies et des responsabilités partagées. Donc, le métier a des responsabilités, l'IT a des responsabilités, la data a des responsabilités. Donc, chacun a son rôle à jouer et c'est bien l'affaire de tous. Ensuite, bien sûr, on a eu un sponsoring de la part du top management qui est primordial pour ces sujets. Ensuite, qui dit gouvernance dit aussi nouvelle organisation. Donc nous, on a décidé de découper la gouvernance en 2 parties importantes. Une partie run. Donc chez nous, le run, c'est tous les incidents qu'on va remonter à l'IT pour corriger. Et donc sur cette partie run, donc on a décidé de mettre un data steward run qui lui va charger de coordonner toutes les demandes du métier, va être la porte d'entrée de toutes les demandes métiers et va coordonner ces demandes avec l'IT. Là où avant, on avait vraiment chaque métier allait faire sa demande à l'IT et donc on manquait de coordination sur l'ensemble de nos demandes. Et ensuite, on a une deuxième partie qui est la partie build. Alors le build va servir en fait à désengorger le run. L'objectif, c'est que ça n'arrive pas en incident. Et donc comment on fait ça? On construit un certain nombre de reporting, outils, contrôle, data quality qu'on va mettre en amont sur les bases de données pour contrôler et détecter et corriger tout de suite l'erreur et ne pas attendre que ça descende chez les utilisateurs de la donnée. Donc le build, c'est le préventif et le run, c'est le palliatif. Voilà. Tout à fait. Et il y a aussi le point dont on parlait tout à l'heure dans le build, d'intégrer la data quality dans tout nouveau projet. Ensuite, on a eu aussi une réflexion autour de l'architecture data et des outils. Donc là, on avait déjà le data lake, donc on a décidé de construire une base de données propre à la data quality dans le data lake. Et au niveau des outils, on a décidé aussi de faire le choix de développer ça en interne et de ne pas utiliser pour le moment les outils du marché. Simplement, on n'était pas assez mature et on a préféré customiser en interne par rapport à nos besoins. Voilà. Et après, on en parlait tout à l'heure. Tu voulais rajouter quelque chose? Non. Là, je disais justement dans le benchmark, quand on a
contacté, je pense, une dizaine de sociétés. Il y en a beaucoup de sociétés sont rentrées sur les problématiques de qualité avec des outils, en disant quel est l'outil qui va m'aider à gouverner ma donnée et à piloter la qualité de ma donnée. Avec le Covid, en fait, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises avant le Covid d'acheter les gros acteurs de la data quality et qui ont été mis en suspens suite au Covid. Et maintenant, ils ont pris une optique totalement différente, quoi. Soit parce que finalement, le piloter la qualité de données, ce n'est que du reporting. C'est du reporting sur des métriques qui sont des métriques de qualité. Donc des outils de reporting, vous les avez déjà. Transformer la donnée pour calculer des indicateurs de qualité, c'est comme transformer de la donnée pour calculer des indicateurs clients, c'est pareil. Il reste la problématique de data catalogue, d'ownership de données. Ça, c'est un autre sujet, mais qui dépasse la qualité. Et donc du coup, on en parlait tout à l'heure, les chantiers prioritaires. Donc nous, on a décidé de se concentrer sur le périmètre CRM pour commencer. Et donc du coup, dans les périmètres CRM, les sujets qui rapportent le plus de ROI, on en parlait tout à l'heure. Donc c'est maîtriser la contactabilité, la délivrabilité, corriger aussi tout ce qui est données de contact. Donc je parle du téléphone, de l'adresse postale, de l'email. Ensuite, c'est de monitorer les triggers, vérifier que les parcours qu'on met en place respectent bien ce qu'on a défini en théorie. Aussi monitorer côté équipe data la création des segmentations, puisque c'est souvent crucial dans de nombreuses actions marketing. Tout ce qui est scoring aussi. Il y a aussi un gros sujet avec les équipes IT, mais qui est hyper important, c'est de mieux mettre des contrôles au niveau de l'ingestion. Et ce qu'on appelle chez nous le respect des normes, c'est de pouvoir mettre des checks en entrée sur chaque champ. On doit respecter un nombre de checks et s'il le respecte pas, du coup, c'est refusé. Donc c'est tout ça qu'on est en train de définir et de mettre en place. Et il y a aussi un sujet purge et RGPD. Donc c'est priorisé, parce qu'il n'y a que 3 sujets, mais c'est pas des petits sujets quand même. Et pour commencer, bien sûr, on commence pas sur les 7 briques tout de suite, on en a priorisé des prioritaires. Et voilà. Retour d'expérience. Alors, du coup, là, vous retrouvez différentes citations qui ne sont pas de moi et qui sont notamment de différents top management dans l'entreprise. Donc, du coup, il y a être ambitieux et avancer à petits pas. Donc ça, on vient d'en parler, c'est un exemple sur la data quality. Déployer rapidement les premiers cas d'usage pour démontrer la valeur. Ça, c'est l'exemple du scénario de remarketing qu'on a développé en premier. On a montré la valeur et puis après, on a développé les suivants. La mesure et l'itération. Alors ça, c'est fondamental chez nous. Toute action qu'on fait, on fait un A/B test, on fait une mesure d'A/B test, un témoin, on mesure la performance et on itère jusqu'à temps que ça marche et après, on met en production. Après, tout ça ne serait pas possible sans les équipes data. Donc, il y a eu un gros sujet aussi de formation et d'accompagnement des équipes. Et enfin, on s'est aussi rendu compte que ce qui nous a beaucoup aidé pour garder le cap, c'est d'avoir une stabilité managériale et de garder ça pour ne pas avoir à recommencer la stratégie à chaque nouveau manager. Donc, ça nous a permis de continuer dans le temps cette stratégie. Ce dernier point, il est crucial. Moi, j'ai la chance de travailler pour une dizaine de clients. Il y a un certain nombre de clients où les personnes restent, et le fil rouge reste, et puis il y a d'autres clients où tous les 2 ans ça change. Tous les 2 ans on rechange la stratégie, on arrête ce qui a été fait avant, on fait autre chose, etc. Et sur des sujets data, c'est des sujets de long terme, c'est pas des sujets où on peut changer de direction tous les 4 matins, quoi. Alors de mon côté, c'est pas spécifique à Pierre et Vacances Center Park. D'ailleurs, on peut le généraliser à tous les clients qui veulent se transformer d'un point de vue data. Une des clés de réussite, c'est il faut hybrider le business, la data et l'IT. Le business, il est clé parce que c'est lui qui donne la target, c'est lui qui permet de définir là où il y a de la valeur. La data, c'est son métier et l'IT, c'est nécessaire. On n'a pas le choix quand on veut scaler les cas d'usage. On a besoin de l'IT et même en amont parce que sinon on risque de bloquer quand on va vouloir déployer. Donc les 3 sont nécessaires, il faut travailler ensemble. Ensuite, il faut co-construire. Nous, on est une boîte de conseil et de services, on peut pas tout inventer. On a la chance d'avoir beaucoup de clients et donc d'avoir un réservoir de cas d'usage assez important. Mais vos problématiques sont propres à vous. Et d'ailleurs, elles seront beaucoup mieux sponsorisées si elles viennent de vous plutôt que de nous. Donc la co-construction avec les équipes métiers est extrêmement importante pour identifier notamment le starting point qui est les cas d'usage. Co-construire aussi avec l'IT, les architectures, bien sûr, ça marche aussi dans ce sens-là. Le troisième point est
est extrêmement important. L'avantage, c'est que nous, on a déjà une douzaine de data lakes en opérationnel. Donc, on sait comment ça fonctionne et on sait comment aller vite. Et aller vite, ça veut dire ne pas attendre que le data lake soit prêt pour l'utiliser. On a la chance d'être sur des environnements cloud sur lesquels c'est assez facile de déployer, de construire, on va dire, la solution long terme, mais en parallèle d'avoir une solution quick win pour développer les cas d'usage et rebrancher le cas d'usage sur la solution long terme quand il est prêt. Donc en 6 mois, on est capable de construire le data lake et déployer le premier cas d'usage. Donc c'est des délais très courts. On n'est plus du tout dans les délais de projets informatiques classiques. Ne pas sous-estimer l'effort d'accompagnement. Donc, je pense que Stéphanie, mais aussi Sylvain de Picard qui est là, faut vraiment insister. On change pas de technologie, d'environnement comme ça avec une formation de 3 jours. Ça fait du bien la formation de 3 jours. Mais c'est plutôt, on parle de 6 mois, on parle de 1 an. Après, il y a la chance, c'est qu'il y a quand même beaucoup de turnover dans ce métier-là. Eh ben, profitez du turnover pour remplacer par des profils qui connaissent déjà les technologies sur lesquelles vous êtes, parce que ça facilitera beaucoup la transformation, y compris de ceux qui restent. Donc, je pense que le meilleur, c'est ça, c'est mixer des nouveaux profils avec les anciens pour aider les anciens à migrer sur les nouvelles solutions. Parce que ça prend du temps, et c'est pas qu'une question d'agilité ou de personnes, c'est compliqué, quoi. Et puis l'autre point qui pour moi est extrêmement important dans une société de services comme Equincy, c'est en fait on est d'autant plus pertinent et on apporte d'autant plus de valeur ajoutée qu'on travaille en partenariat avec nos clients, qu'on connaît très bien leur business, on sait leur manière de fonctionner, de travailler, et ça prend aussi du temps. Donc nous on a la chance de travailler avec Pierre et Vacances depuis 2016, avec Picard depuis 11 ans, avec Disney depuis 15 ans. C'est clé dans la réussite d'un projet de transformation de bien connaître l'organisation et de bien connaître les personnes. Il faut se faire confiance. Voilà, il faut se faire confiance. Ah, ça veut pas. Bah voilà, les challenges de demain. Voilà, ça voulait pas, c'est dur à passer. Du coup, les derniers sujets qu'on voulait partager avec vous, c'est les sujets de demain. Donc du coup, demain, on a pas mal d'enjeux qui nous attendent. Donc il y a beaucoup de use case data, beaucoup d'idées. On va notamment continuer à travailler sur le modèle de chaleur pour le développer sur différents cas d'usage. On a aussi un sujet autour des promotions, comment détecter via un modèle les clients qui sont sensibles à la promotion. On a aussi un sujet autour du cycle de vie du client, déterminer sa valeur, ce qui va nous rapporter au cours de sa vie. On a plein d'idées. Du coup, pour réaliser ces idées, il faut toujours nos fameux profils data. Donc, on en a pas mal recruté côté Data Steward cette année. Et qui dit use case dit aussi data lake. Donc, du coup, on va continuer à enrichir notre data lake. On a aussi un gros sujet de migration puisque notre base analytics aujourd'hui qu'on utilise, c'est une base Oracle. Et donc, du coup, on a encore le gros sujet de migrer cette base de données dans le data lake. C'est en cours et on va venir l'enrichir avec des nouvelles données pour avoir au final une vue 360 du client. Donc ça, pareil, c'est un sujet à ne pas négliger, l'investissement, Didier, dont tu parlais, parce que là, on le retrouve, c'est un gros sujet, les migrations, un gros impact, ça peut fatiguer des équipes, ça peut faire perdre une équipe, donc très important de prendre son temps pour la migration. Et on va continuer sur des sujets de gouvernance, comme je vous ai présenté. Là, on s'est limité au périmètre CRM, mais du coup, on va agrandir le périmètre de la gouvernance data quality à l'ensemble des sujets data, et on va parler plus globalement, on va s'intéresser à la gouvernance data au sens large. Voilà. Alors je crois qu'on a fait le tour, donc merci. Si vous avez des questions, c'est le moment. En 20 minutes, c'est rapide. Soyez pas timide. Hein. Bertrand, tu as une question, je suis sûr. Sur toi, par hasard. Alors, on n'en a pas vraiment une. Ce qu'on a, c'est la gouvernance data quality,
Mais la gouvernance data au sens large, on n'en a pas pour le moment. Donc c'est un sujet justement qu'on doit réfléchir et qu'on doit traiter. Mais c'est vrai que c'est une bonne question et j'ai pas la réponse parce que du coup ça va être l'objectif de la construction de cette gouvernance. Justement, je peux vous dire qu'il y aura déjà des sujets autour des problèmes de référentiel qu'on a beaucoup. On a beaucoup de problèmes avec qui gère les référentiels, qui est responsable de gérer le référentiel. Donc beaucoup autour du data owner, etc. Je pense que le sujet référentiel produit, c'est un sujet de tout le monde. Ouais. Quel que soit le secteur d'activité, mais c'est encore plus vrai quand on est dans le tourisme, hein, où c'est pas des référentiels produits comme dans le retail, entre guillemets. Et comme c'est clé dans tout ce qui est personnalisation, intelligence, etc., c'est sûr que voilà, on va dire l'extension du CRM, c'est assez rapidement référentiel produit, le référentiel promo aussi, promo offre, parce que là c'est la jungle, souvent. Et si on veut être intelligent dans l'allocation des promos, et Dieu sait que c'est des gros investissements, bah, il faut bien structurer la façon dont on collecte et on gère la promo et on archive. Voilà. Une autre question. Oui. Vous disiez que vous n'avez pas du tout fait appel à aucun outil en fait externe Pour la data quality, oui. Pour la data quality, vous parlez ? La plateforme, elle est sur GCP, elle est sur Google Cloud Platform. C'était un choix qui a été fait par Pierre Vacances Center Park, sachant qu'ils avaient déjà Google Analytics, donc ça facilitait pas mal des choses. Et sur la data quality, effectivement, ça va être de l'ETL pour calculer les KPI, les mêmes, on va dire, pipelines de développement que ceux qui alimentent le data lake. C'est juste une nouvelle branche. Et ensuite, ça alimente Tableau. Oui, on a Tableau, on utilise aussi encore IBM Modeler. Donc se pose la question de changer d'outil aussi et quel outil data. Voilà, Tableau et c'est tout. Et Python tous les aussi, modèles data science sont faits en open source. Voilà. Ce qui est souvent, en fait, nous, c'est ce que l'on fait avec nos clients. On attend 2-3 ans en travaillant en open source avant de faire le choix d'acheter un outil de type Dataiku, qui est le plus connu, pour se dire est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que ça a pris la greffe, est-ce que la greffe elle a pris, et qu'est-ce que ça va m'apporter. Ça apporte des choses, hein, ça c'est clair, hein. Même en termes d'avoir un seul outil pour tous les gens qui travaillent dessus, etc., c'est non négligeable. Pour moi, ça devient un outil de productivité en fait. Voilà. Donc pour l'instant, chez Pierre Vacances Center Park, comme ils ont SPSS Modeler, ils le gardent, mais c'est sûr qu'à un moment donné, ça va migrer avec l'environnement. Sujet de 2022. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé aussi chez Picard, parce que chez Picard, on a fait 3 ans en open source, et ensuite ils ont acquis Dataiku DSS, et ils ont migré leur environnement SaaS, c'était SaaS à l'époque, vers un environnement Azure avec Dataiku. Eh ben, on vous libère dans ce cas-là. Merci beaucoup. Merci.